Bonjour, bonsoir tout le monde. Et pendant que vous regardez la vidéo, et puis bienvenue dans le nouveau et live ça que Ticket a porté pour nous. Je suis Winnie Gabriel et aujourd'hui, j'ai un plaisir et un privilège pour me gagner sur le plateau un auteur qui passe les de présentation sur la littérature ou pas capable de monde ça. Je parle justement de Gary Victor qui m'a dit bienvenue sur le plateau Ticket. Bonjour et bonsoir Gary. Bonsoir et à tous les auditeurs, téléspectateurs, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Oui, nos internautes, parce que ça passe à les la internautes, voilà, oui. exactement. Ouais. Je ne suis pas trop, comment dire, je suis un objet, c'est comment dire pour ceux qui ne connaissent pas trop les trucs informatiques. Ah, ok. Mais quand même, au moins, ou bien on bagaille qui vraiment fait nous fiers ici en Haïti, ou c'est on maître de la plume, si me dit ça. Et il reconnaît tout comme monde qui il y a un écrivain qui est plus prolifique en Haïti et œuvre justement que ce soit des romans, des nouvelles, des œuvres qui faites pour cinéma, mais pour théâtre, mais vraiment on lit qui est presque interminable. Mais qui bon une passion ça pour littérature, pour écrire? Eh bien, passion ça est. Je me dit premièrement dans le livre Maman. Maman, c'est un monde qui aime lire en pile. Ah oui. Maman, c'est un monde qui compte tout à raconter une histoire depuis tout petit. Donc, je connais déjà une série de livres sans pas de colis. Okay. Et puis ensuite, papa me dit une belle bibliothèque là, Kaili. Okay. Donc, j'ai grandi avec le livre. Ça veut dire que tes parents étaient des lecteurs, grands lecteurs? Surtout ma mère. Okay. Ma mère est une grande lectrice, c'est elle qui m'a vraiment fait aimer la lecture. Et puis, très tôt, j'ai envie d'écrire propre livre, propre histoire. Oui. Parce que j'étais tellement aimé lire, j'étais tellement aimé belle histoire, de belles personnages, de belles intrigues. Et puis, j'étais 13-14 ans, et puis je me dis, c'est pour m'écrire histoire, pas me tout. Où sont les premiers livres, vous lisez? Non, pas du tout. J'étais tellement allé en pile livre. Okay. Par exemple, j'ai dévoré toute collection Bob Moragno, toute collection Michel Zévaco, Alexandre Dumas, Paul Féval. Donc, j'étais vraiment un très grand lecteur. J'étais un lecteur de romans policiers, romans d'espionnage, de bandes dessinées. Bon, moi-même, son monde, j'ai lu tout ça qui est tombé en bas même. Donc, on lit 2 ou 3 livres par jour. Mais oui, sauf que Rivon-là, moi-même, je voulais écrire propre histoire pas mieux, tu vois, ça me donne. Et j'ai gardé ce goût de l'écriture jusqu'à présent. J'ai commencé à écrire pour m'amuser. Et jusqu'à présent, j'écris encore pour m'amuser. Et le public trouve aussi son plaisir à te lire. Oui, parce que quand un auteur écrit avant tout pour s'amuser, c'est certain que ses lecteurs vont peut-être, en général, trouver du plaisir dans ce qu'ils vont lire. Okay. Mais transition, ça, c'est me dit ça. En général, il y a des gens qui lisent beaucoup, mais qui pas forcément ont talent, aptitude, bien passion ça pour écrire. Ou bien du moins, si vous commencez, c'est très compliqué pour finir. Oui. Déjà, il y a plein de monde qui ont un paquet de vieux textes écrits qui sont toujours dans le tiroir, mais ou même, comment ça t'est? Bon, j'ai très bien qui genre passation en fait de la lecture à l'écriture, en fait, j'ai toujours appris. Okay. Donc, je ne vais pas abandonner la lecture après l'écriture. Donc, je m'appli pendant que je écrit. Et j'ai l'impression que ça me écrit, c'est quand c'est de livres que j'ai tout. Et je suis un monde qui était très introverti. J'étais un adolescent, un adolescent qui n'a pas trop aimé parler. D'ailleurs, c'est pour ça tout. Au lieu que je jouer au football, je apprendre à jouer échecs. Okay. Et donc écriture à son moyen pour moi, pour me parler avec l'autre monde, tu vois, c'est une manière de m'exprimer. Donc, et puis voilà, et puis j'ai aimé écrire. J'ai un lot cahier qui était rempli avec texte, avec histoire qu'on a écrit. Okay. Et puis papa, t'es tombé sur quelques cahiers ça. Et puis il dit, tu écris pas mal, hein, tu écris de belles histoires, mais pourquoi tu
Et puis ce qu'il a fait, il m'a emmené dans un journal, à l'époque c'était Le Nouveau Monde. Il y avait Roger Gaillard, l'historien, qui était le rédacteur en chef. Et puis il a dit à Roger, j'ai mon fils qui écrit très bien, il pourrait peut-être publier quelques petites histoires dans les colonnes du quotidien. Et puis M. Gaillard a lu effectivement l'un de mes textes, il a dit, bien, bon, chaque semaine, il va publier une nouvelle ou bien un conte. Là, on est en quelle année et tu as quel âge? Oh, là, on est pratiquement dans les années 80. Ça fait longtemps. Hein. Les années 80, tu n'es peut-être même pas encore né. Et c'est comme ça que je publie mes premiers contes. Chaque semaine, j'écrivais un conte. Et puis ensuite, ça continue au Nouvelliste. Chaque semaine, ça veut dire que tu chaque semaine, j'écrivais, exactement, chaque semaine, j'écrivais un conte. Ça s'appelait Contes et Nouvelles d'Haïti. J'ai commencé au Nouveau Monde, ensuite j'ai continué au Nouvelliste. Tu vois, jusque dans les années 90 pratiquement. Donc, tu vois, donc j'ai été très tôt dans l'écriture, très tôt. Je n'ai pas songé exactement ce que tu as écrit avant, même songé, ça me fait qu'on l'idée au premier contact moi avant, c'est justement avec Jamina, que chaque con, il livre dans le journal Nouvelliste là, m'a tant de Nouvelliste là qui est dans là pour ma lire Jamina. Alors Jamina, c'est une belle histoire, parce que j'ai ma fille aînée qui s'appelle Jamina. Donc, elle avait à peine 3 ans, 4 ans, et puis elle a su, bien sûr, les petites filles sont comme ça, elle a su que son père était écrivain, et puis elle lui disait, papi, tu écris, raconte-moi une histoire. Et puis chaque soir, tout le temps, je devais lui raconter une histoire, et je faisais en sorte que l'héroïne de l'histoire avait son nom. Et elle était toute contente, je lui racontais ses propres histoires, et elle vivait ses histoires, après avoir mes histoires. Et quand c'était M. Chauvet m'a demandé d'écrire des contes pour les enfants dans le Petit Nouvelliste. Et puis j'ai tout naturellement donné à mon héroïne le nom de ma fille aînée, Jamina. Et côté héroïne, ça? Parce que j'ai grandi avec Jamina. Ben, Jamina, bon, ma fille, elle est là, elle est à l'étranger, elle est à Montréal. Et bon, mon héroïne, je ne sais pas où elle est, qu'est-ce qu'elle fait actuellement. On ne va pas reprendre cette série. J'espère bien, peut-être un jour. Peut-être bien. Oui, mais vraiment, et tout le monde connaît pas de compte Petit Nouvelliste, mais vraiment, pour moi-même, dans l'âge, pas, je me songe Petit Nouvelliste. Et je pense que c'est un côté, c'est le premier vrai contact moi avec l'écriture, parce que c'était toujours bien. Ça a été une belle expérience pour moi, l'écriture de ces contes de Jamina. Je m'amusais énormément. On avait un dessinateur, René Durocher, qui était extraordinaire à l'époque. Et je crois qu'on faisait de très, très bonnes choses avec Jamina. Oui, en effet, je me rappelle, et je me rappelle fort bien. Mais tout pour nous, après que m'entrer directement dans l'émission, hein, et je ne vais pas de présenter parce que pour moi, je m'estime que j'aime pas trop me présenter. Humilité, timidité. Non, il y a peut-être tellement de choses à dire, je ne sais pas par quel bout me prendre, voilà. Ok, mais bon, si je peux parler de toi un petit peu. Vas-y. Bon, je ne sais pas, non. Son auteur, qui, j'aime dire là, qui est considéré comme plus prolifique en Haïti. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais vraiment, tu produis beaucoup. Bon, oui, je peux dire. Oui. Et plusieurs romans. Des nouvelles, des contes, pour la radio, pour la télévision, pour le théâtre également. Et aussi des prix. Oui, et aussi des prix. Des prix. Mais maintenant, il y a des livres qui vraiment des livres, comme tu as dit, que tout le monde a lu. Mais il y a des livres tout, lecture n'est pas aussi facile. Oui. Là, par exemple, Claire, et mis à part Jamina, il y a un livre que m'a tombé sous lui, c'était Le Cercle des époux fidèles. Exact. Ça, c'est un livre que je viens dans la bibliothèque et l'école, moi, où on était contre Earl. L'un de mes romans préférés. Ah oui? Oui. Ça, c'est un livre que je n'ai pas forcément qu'à finir parce que justement, quand on était là, il impose et pour lire, on a une dans la bibliothèque là, et puis je ne comprends pas. Et il y a l'autre livre tout que il y a des gens qui lisent qui disent mais il a laissé à l'interprétation, c'est que moi, je prends un livre dans le cours à langue des parallèle. Mais inspiration, ça. Quand elle sortit, comment on écrit? Bon, comment on définit l'histoire? Bon, l'inspiration vient de ce que je vis. Ce que je vis, ce que je ressens, parce que bon, Le Cercle des époux fidèles, ce livre a été inspiré par une relation de couple, malheureuse. Et à langue des parallèle, m'a été inspiré par ce que le pays a vécu
dans les années 2000-2001, parce que on a tendance à oublier que ce qu'on vit actuellement, on l'a aussi vécu dans les années 2001. Il y avait aussi ce phénomène des gangs, de tout ça. C'était là, cette violence dans les rues. Je me demande même si ce n'était pas encore pire, on l'a déjà vécu. Donc j'ai été frappé. Donc en général, mon inspiration, c'est ce que je vis, ce que je ressens, et je ne suis pas déconnecté avec La réalité. avec la réalité. Ce que je reproche souvent à certains jeunes auteurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de leur réalité. Il se passe tellement de choses. Moi, par exemple, je n'arrive pas à écrire ces derniers jours parce que il y a trop de choses qui se passent et j'aimerais capter tout. Je n'arrive pas à trouver le moyen de tout capter, tu vois. Et bref, c'est mon inspiration, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu, ce qui m'a blessé, ce qui m'a égratigné, ce qui m'a plu. C'est ça mon inspiration. Bien sûr aussi, j'ai les mythologies de mon Dieu, les légendes, les croyances. Je pense que nous avons l'une des plus belles mythologies. Malheureusement, certains veulent nous faire croire que c'est une mythologie diabolique, ce que d'ailleurs je dis toujours aux participants de tous mes ateliers. Regardez ce que les étrangers font avec leur mythologie, les Américains, les Anglais, et puis nous, ils veulent nous faire croire que notre mythologie est diabolique. Tout et tout. J'ai dit non, nous avons une superbe mythologie avec laquelle on peut faire des choses extraordinaires. Il y a un processus créatif, les gens commencent à écrire, ou bien écrire une traite, l'heure qui est inspiré. Comment ça se passe? Bon, écoutez, chaque écrivain a son propre rituel. Moi, premièrement, je n'écris pas tout le temps. Je n'écris pas tout le temps. Et j'écris, c'est quand quelque chose me frappe. Je suis mordu je pourrais dire, par l'inspiration. Et à ce moment, je peux passer 3 à 6 mois perdu dans mon écriture. À ce moment, il faut que je parte loin, il faut que je m'isole. J'aime écrire, par exemple, au bord de la mer. Il faut que je sois vraiment tout seul, être tranquille, tout seul. Je ne peux pas travailler dans du bruit, j'aime pas être dérangé. Il faut que je m'isole totalement et en général au bord de la mer. La mer, c'est quelque chose qui me donne, tu vois, c'est pas ça. C'est un peu ma drogue, quoi, tu vois. J'aime la mer, donc. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent la mer dans mes textes. L'un de mes romans préférés, Le sang et la mer, par exemple, je l'ai écrit totalement assis au bord de la mer pendant des jours, tu vois. Donc, c'est comme ça. À part ça, c'est ça. J'ai pas vraiment de trucs en particulier. Et quand j'écris, j'aime écouter de la musique. Un peu. Tout type de musique? Peu de la musique, bien. C'est vrai que j'aime beaucoup le compas direct, mais quand j'écris, j'aime plutôt écouter de la musique psychédélique, du rock psychédélique, de la musique relaxante, qui te détache un petit peu de ton lieu, un peu de jazz parfois, ça dépend. Mais vraiment, une musique qui me coupe de tout, tu vois. Parce que des fois, je ne suis pas écrivain ou auteur comme toi, mais même le rap écrit, vous sentez qu'on sorte de poussée. C'est comme si les mots, tu les trouves comme ça. Oui, parce que je suis possédé. Et d'ailleurs, quand je commence un roman, je ne sais jamais comment je vais le terminer. Ah oui? Non. Moi, quand je commence un roman, j'ai une situation de départ et puis je plonge dedans et ça vient au fur et à mesure. Donc, en fait, pendant que j'écris mon roman, je suis presque à la place du lecteur qui découvre également le roman. Oui. Et c'est vraiment un processus assez particulier que certains écrivains connaissent. Il est vrai qu'il y a des écrivains qui ont un plan complet du début jusqu'à la fin. Moi, je n'ai aucun plan. J'ai seulement une idée de départ. Et cette idée de départ, je plonge, je suis en quête et je découvre avec mon personnage l'histoire, l'aventure. Voilà. C'est pas aussi technique. Non. Pour moi, il n'y a rien de technique. Quand tu vas construire un caractère. Ce qui est technique est vraiment ennuyant. Après, je vais passer pour tout écrivain, c'est quand tu as fini d'écrire ton texte, tu as ton texte écrit. Alors là, il faut relire, corriger, vérifier que tout concorde. Ça, c'est vraiment le travail technique qui est vraiment très ennuyant et que je n'aime pas du tout. Tu vois? Mais le début, c'est vraiment un plaisir parce que je découvre. Je ne sais jamais comment mon histoire va terminer. Je ne sais jamais quand je vais terminer l'histoire. Voilà. Et là, je suis curieuse. Est-ce que ça arrive que
la phobie de la page blanche? Est-ce que ça arrive que vous écrivez un texte ou bien vous écrivez que ce soit une nouvelle ou bien un roman, un œuvre quelconque, et pour pas qu'on satisfait, pour dire non, c'est pas rapport à Bon, ça? premièrement, on n'est jamais satisfait d'une histoire, d'un récit. Moi, d'ailleurs, dès que je termine mon texte et que le livre sort, je peux passer 2-3 ans, je ne relire rien. J'ai peur de relire. Parce que je vais me dire, je n'aime pas ce que j'ai fait, je peux découvrir une faute, je ne vais pas aimer. Donc, habituellement, je ne lis pas. Je ne me relis pas pendant au moins 6 mois, 1 an. Oh! Oui, je ne me relis pas du tout. Parce que je sais que je ne vais pas aimer, tu vois. alors, il m'arrivait souvent de déchirer des choses que j'ai écrites. Et puis un jour, il y a mon éditrice en France qui m'a dit, ne déchire jamais ce que tu écris. Si tu n'aimes pas quelques pages, tu les mets dans un tiroir, tu fermes à clé et tu les oublies. Tu ne déchires jamais. Donc, finalement, j'ai pris ça comme conseil, je ne déchire plus. Et parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Et puis des fois que vous retournez sous texte là, ou vous polissez. Exactement, parce que maintenant, je relis parfois des textes que j'ai écrits il y a 10-15 ans, je suis totalement effaré de dire, mon Dieu, comment j'ai fait pour écrire une aussi belle chose, une aussi belle histoire. Mais c'est des années après. Maintenant, pour la page blanche, j'ai jamais eu la phobie de la page blanche. Dès qu'à un certain moment, je n'ai plus d'idées, je m'arrête, je fais autre chose. J'écoute de la musique, je sors, je lis, je ne fais rien, et puis ça vient quand ça vient. Je me rappelle une fois, je devais écrire une nouvelle, c'était une commande, c'était sur le thème était le colonialisme. J'ai trouvé ça très rébarbatif comme thème, et j'avais un deadline, pendant 1 mois, je n'ai pas écrit un livre. Et puis finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'histoire d'un écrivain à qui on a demandé d'écrire une nouvelle sur le colonialisme et qui était incapable d'écrire une page, qui était devant le syndrome de la page blanche. Et j'ai intitulé l'histoire « La page blanche du colonialisme ». Oh. Et ça a donné une superbe histoire. C'est pour ça j'ai écrit une histoire sur la page blanche. Donc tu vois, finalement, oui, ça a marché. En fin de compte, il n'y a pas de syndrome de la page blanche. Okay. Tu comprends? C'est une question de choix d'écriture. Tu peux toujours écrire quelque chose. Maintenant, vivre de l'écriture, faire de ça un métier, comment c'est? Ah, maintenant là c'est beaucoup plus complexe, parce que vivre de l'écriture, maintenant il faut entendre c'est quoi l'écriture. Moi, par exemple, toute ma vie, j'ai vécu de l'écriture, mais pas spécifiquement de mes romans. J'ai travaillé comme journaliste, j'ai écrit des feuilletons pour la radio. J'en ai écrit au moins, par exemple, la politique de bureau, ça a duré 10 ans. J'ai écrit pour Radio Caraïbes, j'ai écrit des scénarios pour la télévision, j'ai écrit des feuilletons d'éducation civique pour plein d'ONG. Et j'ai été rédacteur en chef de journaux, etc. Donc je fais un tas de choses, tu vois. Donc je vis de mon écriture, mais ce qu'on appelle les trucs connexes à la création littéraire. Et puis bien sûr, il y a mes romans. Mais c'est difficile de vivre seulement de ces romans. Okay. C'est très difficile. Même lorsqu'on a des éditeurs à l'étranger. Même quand on a des éditeurs à l'étranger, c'est extrêmement compliqué de vivre avec ces romans. Les gens pensent toujours qu'il suffit qu'on soit publié à l'étranger et que ça te rapporte. C'est totalement faux. En fait, quand tu publies à l'étranger, ce que ça te rapporte principalement, c'est la notoriété. Ça veut dire que tu as une grande machine publicitaire autour de toi, tu as des articles critiques, si on aime beaucoup tes livres, tu es invité à un tas d'activités. Tu connais les journaux, on parle de toi tout et tout. Bien sûr, les ventes sont meilleures que si tu n'avais pas cette publicité, mais en fait, c'est surtout la notoriété que ça te rapporte. Maintenant, en termes de vente, ça c'est autre chose. Okay. Tu peux être très connu, très apprécié par la critique. Tu as des ventes très très modestes, et puis un autre auteur qui n'est peut-être pas aimé par la critique et puis qui vend énormément. Ça se voit partout. Tu vois, donc là, c'est un petit peu très compliqué, tu vois, de vivre de ces romans. Ok.
Mais je vois que tu as étudié l'agronomie aussi. Oui. Tu travailles là-dessus ou bien? C'est une histoire, oui, parce que, et c'est peut-être là la différence que j'ai avec pas mal de jeunes maintenant qui très tôt, ils disent qu'ils veulent devenir écrivains, qu'ils veulent publier tout et tout. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais devenir un écrivain. Jamais. Ça veut dire que j'écrivais uniquement pour mon plaisir, comme je jouais au foot, comme je jouais aux échecs, j'écrivais pour mon plaisir, tu vois. Et même quand mon père m'a emmené dans ce quotidien, je publiais pour mon plaisir, j'avais absolument rien en tête. D'ailleurs, j'ai fait des études d'agronomie, des études qui m'ont beaucoup aidé, même dans mon écriture, parce que j'ai quand même grandi à Port-au-Prince, je ne connaissais rien de l'arrière-pays, je ne connaissais rien de ma mythologie, des légendes, de la vie paysanne, et en l'espace de 5, 6 ans, de 10 ans, ce que j'ai appris sur mon pays, ça m'a aidé énormément, tu vois. Donc, je pense que mon expérience dans ce métier m'a nourri, tu vois, m'a fait mieux comprendre à la fois mon pays et l'histoire de mon pays. Et peut-être que si je n'avais pas fait ces études d'agronomie, je ne serais pas ce que je suis actuellement comme écrivain. Okay. Donc, pour te dire que tout s'imbrique, tu vois. Oui, tout est connecté. Tout est connecté. Okay. Mais maintenant, là, son écrivain qui a un paquet de mon appli, et un paquet de jeunes, et puis nous, par exemple, dans le livre en folie, et depuis qu'on Gary Victor là, plusieurs monde ont dit on Gary. Ça veut dire qu'on te lit beaucoup, même sur Internet, quand on demande d'autres écrivains haïtiens qu'on aime beaucoup, on parle de Gary Victor, à la fois des jeunes, mais des moins jeunes, tout parce que je pense qu'il y a un œuvre pour tout le monde. Exact. Maintenant, le succès, comment tu le vis? Comment est-ce tout? Est-ce que tu te prends au sérieux? Non. Bon, en fait, comme je t'ai dit, en fait, je n'avais jamais eu en tête l'idée que j'allais devenir un écrivain connu. Et l'écriture était pour moi toujours un passe-temps. C'était avant tout un passe-temps. C'est quelque chose que j'aimais, donc le succès est venu comme ça. Et alors, il y a ma mère qui est une grande lectrice qui me dit souvent, mais tu ne te rends pas compte que tu es un écrivain qu'on aime et très connu. Elle me dit ça tout le temps, tu vois. C'est que moi, je suis tellement dans ce que je fais, dans mon écriture. Bon, c'est vrai que, comme j'aime à dire, ma plus grande fierté, c'est quand je vois que les jeunes aiment ce que je fais. Oui. Moi, je le dis toujours, ma plus grande fierté, ce sont par exemple les recueils que j'ai dirigés avec les jeunes, comme par exemple... Je vais venir sur ce sujet-là. Exactement, je sais quand je vais... Non pas. Et je ne savais pas si la vie était aussi longue après la mort, que j'ai produit avec des jeunes qui participaient à mes ateliers. Je vais sortir par exemple un recueil qui s'appelle Taximoto, avec des jeunes avec qui j'avais eu des ateliers. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. C'est ce que j'ai fait avec les jeunes. C'est l'intérêt que... Par exemple, l'une des expériences qui m'a vraiment le plus marqué, c'est une fois, les filles du Collège Marianne, une fois, m'ont invité. Elles m'ont dit, c'est pour me présenter des piécettes de théâtre. Elles ont tellement insisté, je suis venu. Et puis, elles ont commencé à jouer une première piécette. J'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je connais cette histoire qu'elles sont en train de jouer. J'ai été vraiment intrigué. Elles ont joué un deuxième, mais c'est pas possible. Comment... J'ai l'impression de connaître des histoires. Elles ont joué 2 nouvelles de moi que j'ai publiées dans mon premier recueil de nouvelles qui s'appelait Albert Buron, Profil d'une élite, tome 1. J'avais totalement oublié ces histoires. Tu t'imagines? Et 20 ans après, elles reprennent. Elles reprenaient ces histoires. Et moi, j'avais totalement oublié. J'ai dit, mais j'ai l'impression de me souvenir de ces histoires. Alors, quand j'ai été totalement ébahi, quand je me suis rendu compte qu'elle jouait 2 textes de moi, mais que j'avais totalement oublié. Donc, c'est ça, c'est ma plus grande fierté. C'est ce lien que j'ai exactement, surtout avec les jeunes, oui. Oui, effectivement, je parle bien dit que comme c'est un écrivain haïtien qui me trouve qui est très proche de jeunes et il y a en tête plusieurs livres qui résultaient de ateliers que vous fait avec jeunes. Mais pour qui ça ou baille tout la peine justement pour travailler avec les jeunes? Bon, parce que ça me rappelle quand j'avais le même âge. Ça
me rappelle comment j'aimais écrire et puis bon, et puis en même temps discuter avec des jeunes et rentrer dans partager les imaginaires. Ça te renouvelle aussi. Et puis de toute manière, je crois aussi que c'est quand même mon devoir de partager ce que je peux partager avec les jeunes qui veulent vraiment entrer dans ce domaine. OK. Bon, en tout cas, compliment. Merci. merci. Mais Gary Victor, c'est aussi des histoires qui ont suite. Par exemple, j'ai Revenant, et là, où nous parlons au prochain livre qui c'est Dossier interdit, et tome 5, c'est ça? Parlez-nous justement de ça. Oui, j'aime les histoires qui ont des suites parce que j'ai toujours dit qu'avec un seul roman, on ne peut pas connaître un personnage. Donc, d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'aimais lire certains héros qui revenaient dans plusieurs romans. Et comprends par exemple les romans que j'aimais quand j'étais jeune, des romans de Paul Féval, d'Alexandre Dumas. Donc j'aime ce qu'on appelle les personnages récurrents. Donc j'ai toujours travaillé avec des personnages récurrents. D'ailleurs, Diamina, c'est un personnage récurrent. Et puis avec Ticket Magazine, j'ai eu premièrement Le Revenant, qui a eu un très très grand succès. Et moi je rêve de publier un 3e tome du Revenant. Les fanats, non? Ah oui, non, je vais absolument le faire. Et il y a eu les 4 premiers tomes des Dossiers interdits. Bien entendu. Et qui ont eu également un très grand succès. Et je sors dans la dernière semaine du mois de janvier le tome 5 des Dossiers interdits. Et je crois que ce sont 13 nouvelles totalement inédites qui vont ravir les lecteurs. Donc, bien sûr, j'attends leur réaction. Effectivement, moi, j'aime bien travailler avec ces personnages qui reviennent, parce que c'est une manière à la fois d'explorer le personnage et d'explorer aussi mon lieu. Okay. Dossier interdit 5, ce sera la dernière semaine de janvier et dans toutes les librairies en Haïti. Dans toutes les librairies, à partir du 29 janvier, je fais la première vente signature à l'Alliance française de Jacmel. Oh, d'accord. Et à l'occasion, j'aurai une causerie conférence sur le thème mythologie fantastique en littérature. Et puis, le recueil sera disponible dans toutes les librairies. Pas de rendez-vous à Port-au-Prince? Et bien sûr, il y aura plein de rendez-vous à Port-au-Prince. Je n'ai pas encore exactement le calendrier. Je vais surtout faire une tournée scolaire. Ah, d'accord. Je vais aller dans les écoles, présenter le recueil, faire des ventes signatures dans les écoles. D'ailleurs, j'ai plein d'ateliers. Dernièrement, j'ai fait un atelier au Collège du Sacré-Cœur avec des jeunes filles qui étaient 15, 16 ans, 17 ans. Et moi, j'ai été absolument étonné de voir ce que ces jeunes filles ont réussi à produire. Tu vois, extraordinaire. Il suffit parfois de les booster un petit peu. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir en la capacité des jeunes maintenant. Mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés, on ne les encourage pas, on ne les offre rien. Tu vois, souvent on les critique, oh, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas cela. Alors pas du tout. Quand tu n'offres rien à quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qu'il vaut. Et quand on offre à ces jeunes des alternatives, on est totalement étonné de ce qu'ils peuvent produire. Ça veut dire que, d'après toi, la relève est assurée? Ça veut dire que D'après moi, là, il y a un potentiel. Mais bien sûr, pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent à cette relève. OK. D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression que, par contre, c'est moi qui déconnecté, mais par contre, il y a très peu de jeunes auteurs qui arrivaient à imposer Marquio et c'est ces dernières décennies, ça me dit ça. Bon, c'est pas. C'est pas. Et oui, c'est une discussion à faire. C'est pour ça que je dis, cela m'étonne toujours, c'est le fait, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes sont un petit peu déconnectés avec leur propre réalité. Est-ce que c'est parce que tout le monde veut partir, on n'aime pas trop, et on est déconnecté. Tu as déjà probablement
ces fameuses religions qui leur disent, oui, nos légendes, nos mythes diaboliques, tout et tout. Donc, on coupe le jeune de sa propre réalité, on coupe le jeune de ses racines, on coupe le jeune de ses mythologies. Donc, déjà, c'est un problème, tu vois. Il ne mange pas souvent les produits locaux, il n'a pas mangé à cassan, il n'a pas bonbon, il a mangé cornflakes pito, tout et tout. Donc, je pense que tout ça est... Ça a un effet sur la production. Parce que quand même, d'ailleurs, je dis toujours dans mes ateliers, tous les grands écrivains sont ancrés dans leur lieu. Okay. Quand tu prends Gabriel Garcia Marquez, Auster, tous les grands écrivains sont ancrés dans leur lieu. Si tu n'es pas ancré dans ton lieu, tu ne vas nulle part. Okay. Tu ne peux pas penser, parce que tu es un jeune écrivain haïtien, et puis qu'est-ce que tu écris? Tu écris des trucs, tu n'es ancré nulle part, alors que tu es ancré quelque part. D'ailleurs, on vit dans un lieu où il se passe tellement de choses, où la condition humaine, c'est un problème, où l'humain, hommes et femmes, nous vivons tellement de choses, de drames. Eh bien, écoute, mais il faut que tu sois capable de saisir ces drames, de comprendre ton quotidien. Mais si tu te détaches de ton quotidien, bien sûr, avec toujours ce rêve de partir, et d'ailleurs maintenant, partir devient très, très problématique. De plus en plus, partir va devenir très, très problématique. Donc, on sera obligé de s'impliquer dans son lieu pour en faire quelque chose de vivable. Okay. Donc, ça veut dire que l'été connecté à la réalité, c'est un élément de succès. Ah non, absolument. Okay. Absolument, parce que, écoute, c'est ça, tous les grands écrivains que je connais, mais ils ont eu leur succès, c'est parce qu'ils sont restés connectés à son lieu. Bon, tu prends par exemple un écrivain, je vous donne l'exemple de Daniela Ferrière. Qu'est-ce qui a fait son succès, même quand il a été au Canada? C'est parce qu'il est resté connecté à un lieu. À Petit Goave, sa grand-mère, le café qu'il prenait, il est resté connecté à un lieu. Okay. Mais si tu n'es connecté nulle part, tu ne vas nulle part. Okay. Tu vois? Okay. Tu écris des nouvelles, des romans, ou écris tout pour radio, pour cinéma. Bon genre, qu'on préféré? La plus belle expérience que j'ai faite, c'est avec Daniel Bosselin. Okay. C'est d'écrire pour le théâtre. Par exemple, on a écrit une adaptation de La langue des rues parallèles. Il m'avait demandé en fait, on a écrit cette adaptation au fur et à mesure que les acteurs répétaient sur scène. Et par exemple, j'ai travaillé avec Bélec aussi, qui m'avait demandé une adaptation du Diable des Volontaires à la citronnelle. Et j'ai écrit encore d'autres pièces de théâtre. Et moi, vraiment, curieusement, ce qui m'a le plus fasciné, c'est d'écrire pour le théâtre. Pourquoi? Mais parce que quand tu as fini d'écrire ton texte, et puis de le voir jouer sur scène, c'est quelque chose de fabuleux. Tu vois, ensuite, c'est une découverte. Déjà, écrire, c'est une découverte. Maintenant, de voir des acteurs interpréter ton texte, une adaptation, pour moi, c'est quelque chose de totalement fabuleux. Donc moi, j'aurais beaucoup aimé écrire pour le théâtre et également pour le cinéma et pour la télévision. C'est bien malheureux. Moi, par exemple, j'ai au moins 2 ou 3 projets de séries pour la télévision. Et malheureusement, nos stations de télévision ne sont pas intéressées à rien produire en termes de local. Parce que, écoute, d'ailleurs, à l'étranger, chaque télévision a sa propre série, mais en Haïti, aucune télévision n'est intéressée à produire une série de qualité. Bien entendu. Et c'est ça qui fait que la plupart des programmations, c'est des programmes qui viennent absolument, qui viennent d'étrangers. On consomme indien, on consomme vénézuélien, on consomme mexicain, argentin, mais on ne consomme pas haïtien. Mais malgré tout problème, on continue à produire, on continue... Ah non, c'est ma vie. J'aime écrire, j'aime créer. Bon, c'est... Je vais toujours continuer. Oui, je continue. Je continue. Je vis de ça. Dossier interdit, tome 5 sort la semaine prochaine, je pourrais dire ça, parce que c'est la semaine du 29 janvier. Déjà, il y a une tournée qui prévoit. Et moi, et comme pour les premiers, je te souhaite beaucoup de succès. Et c'est pas pour, comme des cas dit là, c'est pas une première, parce que en général, et œuvre très bien applaudi par le public. Mais moi, je me demande, après toute œuvre, après tout soit écrit, qui ambition?
Koto well. Question vraiment compliquée. Hein? Bon, non, je ne me vois nulle part. Je continue à écrire, bien sûr. On rêve toujours à écrire son grand roman. Tu sais, tous les écrivains sont comme ça. Je voulais écrire mon grand roman. Moi, par exemple, mon grand rêve serait d'écrire un scénario pour un grand film. Un grand film haïtien qui mettrait en scène toute notre mythologie, tu sais, nos rapports entre Haïtiens, nos rapports avec l'invisible, nos rapports avec les dieux, nos rapports avec la religion, nos rapports avec la politique, nos rapports avec l'histoire, avec l'environnement. Vraiment un grand film qui pourrait prendre en compte tout ça, tu sais. Bon, bien sûr, c'est mon rêve. Oui, bon, là, m'imaginer que ça, c'est un rêve qui partage par un paquet de monde. Tout parce que dernièrement, je me souviens que sur Twitter, il y a une série qui a fait fureur sur Netflix. Et puis, je dis, mais nous avons un roman qui racontait une histoire haïtienne avec, par exemple, mon tape tweet pour dédier histoire royale et Henri Christophe. Oui, tu as plein, on a plein de possibilités d'écrire Bon, il y a un roman que Michel Sokar vient de sortir qui raconte l'histoire d'un personnage à Jacques Bell. Il m'avait donné à lire ce roman, mais écoute, mais ce roman aurait pu faire un film fabuleux. Un film fabuleux. Ça veut dire que nous perdons dans ce pays énormément de choses. Okay. Parce que nous avons un État qui ne s'intéresse pas du tout à ce que nous avons de plus précieux, notre culture. Je pense qu'Haïti, c'est vraiment un lieu de culture. C'est ce que nous avons, c'est ça qui pas nous, c'est ça qui est compétitif. Mais malheureusement, nous n'avons pas jamais gagné l'État, un gouvernement qui est intéressé à promouvoir ça. Et pas promouvoir pour promouvoir, mais promouvoir justement pour apporter de l'argent. Parce que la culture apporte de l'argent. Des villes comme Paris, New York, mais ils vivent de culture. C'est la culture qui leur apporte de l'argent. Et je pense qu'Haïti aurait pu ramasser énormément d'argent avec sa culture. Bien entendu, et j'aime toujours et de temps à autre, culture, c'est le plus bel code postal que nous gagnons. Oui, c'est notre seul code postal d'ailleurs. Oui. C'est la culture. Okay. Mais on ne fait pas grand-chose avec. Il faut quand même dire merci à tous nos artistes, nos musiciens, nos écrivains. Ce que je vois qu'ils font avec le peu qu'ils ont, souvent tout seuls, c'est incroyable. Moi, franchement, je sais, je connais été bébé devant ce que nos musiciens font nos peintres. Non, parfois, je suis totalement fasciné. Parce que moi, en tant qu'artiste, je sais ce que ça coûte de créer en Haïti. Oui, tu vois? Oui. Travail création, ça n'est pas forcément, pas très facile. Non, du tout. Et puis, tu n'as pas d'appui. Souvent, tu es tout seul. Et puis, malgré ça, tu vois ce qu'ils arrivent à créer. Mais nous avons quand même la force, dans le sens que, et puis, gros force là, nous gagnons là, c'est talent, c'est créativité, c'est imagination. Nous l'avons pour l'instant. Heureusement, et c'est ce qui nous sauve, ce qui nous maintient en vie. Okay. Heureusement, en attendant que nous ayons des mondes qui ont une politique culturelle réelle et qui voulaient, qui mettaient toute une machine pour propulser la culture vers le monde entier. Et en attendant ce grand roman. Oui, en attendant ce grand roman que je rêve d'écrire. En tout cas, je vais te laisser et succès avec Dossier Interdit, mais c'est à toi maintenant. Est-ce qu'il y a un message particulier pour le public avant que l'on s'en aille? Bon, je ne sais pas quel message. Bon, continuer à appuyer nos artistes parce qu'ils sont ceux qui nous restent de beaux. Et je vous attends à mes ventes signatures. Et le tome 5 de Dossier Interdit sera pour vous une surprise. Oh oui. Okay. Je pense que la plupart de mes nouvelles vont vous plaire et vont vous faire passer de très très beaux moments de lecture. Ok. Vous connaissez que vous parlez de télé trop? Mais... Non, j'adore la télé. Mon Dieu, c'était off the record. J'adore la télé. Mais j'allais quand même te dire que quand le roman sera
quand dossier interdit et tome 5 sera sorti et quand j'aurai lu, m'a bien content de recevoir et qu'on pourra en discuter. Très bien. J'accepte l'invitation déjà. Merci. Et ça, c'est devant le public, hein? Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Gary Victor. Je pense qu'on a passé un très, très, très bon moment et à parler de littérature, à parler de tes œuvres, à parler de tout. Et en attendant que ma bail public un rendez-vous, mettez ça dans l'agenda, nous vraiment. L'autre semaine, genre 29 janvier, ça sort. Rendez-vous à toutes les librairies de la place et pour prendre ce recueil, restez branchés. Pour nous connaître qui bon votre signature, qui bon rendez-vous avec Gary Victor à pied et moi, tandis que je te remercie encore une fois. Moi, je te remercie également. Bon travail à Ticket. Merci comme beaucoup. toujours. Merci beaucoup. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre édition. À très bientôt.